sein de la maison Tibéri, Jean et Xavier ont vécu leur dernier jour à l'hôtel de ville de Paris. Ils nous ont ouvert les portes de l'un des plus beaux palais de la République. Une semaine pour faire les cartons, régler quelques comptes et passer le relais à Bertrand Delanoë. Daniel Ducruel, l'ex-mari de Stéphanie de Monaco, se lance dans la chanson. Il sort un album cette semaine, nouveau look et nouvelle vie pour celui qui déclencha un ouragan sur le rocher avec ses frasques amoureuses. Les enfants de Belleville, 24 gamins partis pour un voyage de rêve au Mexique. C'est le théâtre qui leur a offert cette chance. Ils ont joué devant le sous-commandant Marcos, le grand défenseur des Indiens du Chiapas et le héros de leur pièce. Bonsoir et bienvenue dans 7 à 8 après une petite coupure de 15 jours. On vous emmène cette semaine dans les coulisses de l'élection du maire de Paris, à Mexico ou bien encore dans un studio d'enregistrement en compagnie de Daniel Ducruel. Et puis à la fin de l'émission, c'est Garou, le chanteur québécois et la star de Notre-Dame de Paris qui sera l'invité du tête-à-tête juste avant le début de sa tournée en France. C'est l'un des fauteuils les plus prestigieux de la République, celui du maire de Paris. Il offre à celui qui l'occupe le pouvoir de diriger les 39 000 employés de la ville, de gérer un budget de 33 milliards de francs et de profiter, s'il le souhaite, des 1800 mètres carrés d'appartements privés de l'hôtel de ville. Et ce fauteuil, dans lequel aucun homme de gauche ne s'était assis depuis un siècle, eh bien c'est donc le socialiste Bertrand Delanoë qui l'occupe depuis quelques heures à peine, puisque son élection par les conseillers de Paris a eu lieu officiellement ce matin. Delanoë, Séguin, Tibéri, la bataille a été rude depuis dimanche dernier. Nos équipes les suivent pas à pas et souvent pendant cette dernière semaine de règne des Tibéri, le vernis de la langue de bois s'écraque. Les règlements de compte, petites phrases assassines, lendemain de fête ou de défaite. Bienvenue à la mairie de Paris, reportage signé Olivier Degan, Nicolas Poincaré, Philippe Levasseur. 20h30, dimanche dernier, dans le plus grand bureau de France, Jean Tibéri a réuni quelques privilégiés pour suivre la soirée électorale. Le maire avale un dernier canapé. La droite et la gauche sont au coude à coude et les estimations encore incertaines. Xavier Tibéri se concentre sur Michèle Alliot-Marie, la patronne du RPR, qui est à la télévision. Nous avons vu dans nombre de journaux des accumulations et des présentations de sondages qui laissaient entendre. Il a même fallu certaines interventions pour que les socialistes ne fassent pas de victoire. À cause du RPR, voilà. Les bêtises du RPR ont engendré, voilà. C'est inévitable. Alors que la fusion, voilà. Les estimations se confirment. Nullissime, elle est nullissime. À Lyon et à Paris. Dès le début, pas seulement le refus de la fusion, mais dès le début, le fait de m'avoir attaqué, ça a été une connerie monumentale. Le maire est au téléphone avec Charles Pasqua, qu'il a toujours soutenu. Ultime conseil fourni par l'ami Charles. Tu as raison, qu'est-ce que je peux dire moi ce soir? Oui. Je dirais les appareils politiques au lieu de... Je t'embrasse. On s'appelle demain. Merci Charles. Ambiance Waterloo morne pleine, des journalistes qui s'ennuient, quelques militants amers. Philippe Séguin s'est enfermé toute la soirée dans son bureau. C'est la fin d'un calvaire. De toute façon, Séguin qui serait allé dans le 16e, on aurait dit « Oh, mais vous avez vu, il ne prend pas de risque. Dans le 16e, il ne se mouille pas. » Quoi qu'il aurait fait, il serait fait lyncher. Séguin lynché, Paris branché, Bertrand Delanoë s'apprête à intervenir pour remercier les électeurs. Combien ils ont de sièges alors? 7. Le maire en duplex attend la fin de l'intervention de Bertrand Delanoë. À cette heure-là, il essaie de maintenir un semblant de suspense. Encore les résultats définitifs, notamment dans le 12e arrondissement, qui, vous le savez, est un arrondissement clé où j'avais souhaité, là comme ailleurs, l'union par la fusion. Et puis c'est la fin du rêve. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de sondage, mais bien de chiffres officiels. Le 12e arrondissement est désormais à gauche, tout comme d'ailleurs le 14e, tout comme le 9e. Et on devrait, On vous a vu
regardé votre mari et il y avait un peu de tristesse dans vos yeux. Avec un peu de tristesse, non, avec beaucoup de joie. Il a gagné dans le 5e malgré toutes les attaques et malgré la coalition contre lui. Je crois que le candidat UDF a appelé à voter pour la gauche, je suis certaine. Publiquement. Mais ce soir, il n'est plus le maire de Paris. Il faut féliciter le RPR et Madame Alliot-Marie et M. Seguin. Il faut les féliciter. Ils ont refusé la fusion, voilà. Bernard Bled, le fidèle, jette un œil sur la place de l'Hôtel de Ville. Je crois qu'on est en train de monter un petit barnum, là, je pense. Très bien. Je sais pas, une petite scène, non? Parce que je ne peux pas comprendre ça. Je pense pas que c'est les fêtes de la libération de Paris. Hein. C'est la fête de la libération de Paris, non, pour la gauche? Je sais pas. Ils ont attendu un siècle. Ils peuvent bien attendre encore 10 minutes ou un quart d'heure. Au fond, on a au moins un avantage, c'est qu'on sera aux premières loges. À l'étage du dessous, les fonctionnaires ne sont pas rassurés. C'est un peu la citadelle assiégée. Bizarre. C'est nos gens, on descend, on va s'en lâcher. C'est affolant ce monstre. On va se prendre quelque chose. Regarde bien. Qu'est-ce qu'il dit? Ils veulent les clés, monsieur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les clés? Les clés de l'hôtel de ville. Vous les avez pas malheureusement. Il est minuit. On a retrouvé Philippe Séguin. Vraiment, monsieur Séguin, vraiment. Monsieur Séguin, est-ce que c'est la fin de votre carrière politique? Non, vous aurez d'autres combats, monsieur Séguin. Allez vous apprendre à faire chier, les gars! Bravo, monsieur Séguin! Allez vous apprendre, Monsieur Séguin, continuez! Il va rentrer seul chez lui, dans le 16e arrondissement. Après un an de campagne, le député des Vosges a perdu son pari. Et même devant chez lui, pas de répit. Bonsoir, petite question. Quel est Sur votre quoi? programme simplement dans les heures qui viennent? Faire dodo. Faire un gros dodo. Demain, je réunirai l'ensemble des élus au Conseil de Paris, puis nous préparons les séances à venir d'élection du maire et puis surtout de vote du budget. Et votre avenir politique à plus long terme, vous y pensez déjà? Ça va, il n'y a aucun problème. De ce côté-là, ça se présente assez bien. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au même moment, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Bertrand Delanoë et Yves Contasso, le leader écologiste, savourent l'instant. Une victoire historique. Jean Tibéri quitte lui son bureau par la sortie de service, direction le 5e arrondissement où il a été réélu. On peut encore vous appeler monsieur le maire de Paris? Jusqu'à dimanche prochain. Après 6 années passées à la tête de Paris, le couple le plus sulfureux de la politique retrouve sa mairie et la place du Panthéon. Lundi matin, un appartement cossu, siège du quartier général de Philippe Séguin. Le battu d'hier soir est seul dans son bureau-bibliothèque. Retour sur une nuit interminable. On vous a laissé dimanche soir aller vous coucher. Ça, c'est gentil, ça. Et vous nous aviez dit que vous étiez très heureux d'aller vous coucher. Ah oui. Alors, ça, c'était la première bonne nouvelle de la journée. De la soirée. J'ai dû mettre un DVD. C'était quoi? C'était Pour l'amour du jeu, avec Kevin Costner. L'histoire d'un joueur de baseball qui fait le match parfait au Yankee Stadium à New York. Un rêve de politique, quoi. Absolument, oui. Absolument. Exit Delanoë et Tibéri, Séguin retourne à ses classiques. Bon, et qu'est-ce que vous montrez? C'est une partie de mes bouquins. Là, il y a le cinéma, là, vous voyez. Michel Audiard, Les Tontons Flingueurs, François Truffaut. Mais il y a, comment dirais-je, il y a Michel Audiard, mais il y a aussi Jean-Luc Godard. Hein, les encyclopédies du cinéma. Et ça a été quoi? Ça a été à bout de souffle? Ça a été le cave se rebiffe pour vous?
Ça a été très bien. Et puis vous avez à droite une collection de tortues également. Oui, une petite collection de tortues, elle est pas... Pourquoi? Bon, c'est un animal que j'aime bien, c'est... prend son temps. C'est ça un des liens avec Bernadette Chirac alors notamment, qui elle aussi a une collection de tortues. Oui, d'ailleurs j'en ai quelques-unes qu'elle m'a offertes. L'homme du jour, Bertrand Delanoë, vient d'annoncer un audit général sur l'hôtel de ville. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons le salle de coiffure rue Trousseau. C'est vrai? Dans le 11e. C'est bon à savoir. Star des médias, il sacrifie à ses nouvelles obligations. Bonjour, d'abord. Je voulais vous dire que mon mari, aujourd'hui, il serait le plus heureux des hommes s'il était encore en vie, parce qu'il souhaitait vraiment que la mairie passe à gauche. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous saluer. Je peux vous faire la bise? Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous vous tapez dessus? Voilà, c'est moi qui fais ça. Pour le restaurant. Ouais. C'est juste à côté, là, en face. Le restaurant Gay Moulin. Théoriquement, j'aime pas me faire photographier avec un cigario. Attention! Madame, pardon. On va incroyable, hein? Oui. Ça te dit, est-ce que ce serait une sorte de chasse sorcière? Mais non, vous m'avez déjà posé 12 fois la question, je vous ai déjà répondu 12 fois que c'était autre chose. Et alors vous pouvez la reposer C'est-à-dire autre chose, 15 fois si vous voulez. Attendez, je vous ai déjà répondu. Bonjour. Bonjour, mon petit Stéphane, bien. Lundi midi, après 3 heures de réunion, les fidèles du maire ressortent du bureau sans un mot. Monsieur Dominati, vous avez bonne mine ce matin? L'ambiance est au conciliabule pour organiser la survie politique. Le vieux clan tibériste perd parfois son calme. Écoutez, vous vous foutez la paix un peu, il y en a marre. Bon, écoutez, moi je le bête. Philippe Séguin, lui aussi, envisage l'avenir. Je vais prendre un peu de vacances, je vais essayer de prendre 8 jours. Vous savez où vous allez partir? Non, pas encore, mais comment dirais-je, je vais essayer de me refaire un peu physiquement, parce que physiquement, c'est très délabrant, une campagne. C'est-à-dire? Physiquement. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque vous faites 15 ou 20 bistrots dans la journée, il est difficile de boire que de l'eau de Vichy, hein, si je puis dire. « 18h, à l'Arc de Triomphe, Bertrand Delanoë participe à la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Premier passage en revue après sa victoire. Monsieur le ministre, il faut faire qu'on fasse une photo tous les trois. Et oui. Les anciens combattants, c'est nous, c'est pas eux. Et nous, on en a chié, nous, et puis on est juste là à faire des guignols, c'est tout. Ah, bravo. Merci. Voilà. Au revoir. Rentrez bien. Merci, au revoir. Merci. Il est 20h, le maire regagne son bureau après une dernière réunion. Une page se tourne et les murs de l'hôtel de ville en portent témoignage. Est-ce que monsieur le maire, que juste à droite, là, il reste un signe sur un vitrail, un signe à jamais de votre présence. Vous pouvez nous montrer? Oui, oui. Ah, il est là. Montrez-nous. Ah, il est là. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les noms des maires. Jacques Chirac y est aussi. Hein. Oui. Alors, sur le dos, il n'y a plus de place. Jules Ferry. Il n'y a plus de place pour votre successeur. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est un signe. C'est vrai, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, là. Il n'y a plus de place pour les successeurs. Ah oui, c'est un peu... Bah, alors, il faut enlever la particule. Il ne faut pas mettre... C'est l'anoé, ça rentre peut-être? Ou Noé, tout ça. Il n'y a pas... Non, même l'anoé, ça ne rentrera pas. On va vous accuser, monsieur Tibéri, d'avoir fait exprès de ne pas pouvoir... Écoutez, on m'a assez accusé de choses diverses, mensongères, là. Non, là, je crois pas, quand même. Il faut laisser la vie continue, hein. L'histoire de France, l'histoire de Paris, c'est quand même... Alors, écoutez, avoir été maire de Paris, c'est quand même assez extraordinaire, exceptionnel, hein. Mercredi matin, Bertrand Delanoë essaie de vivre comme avant. Au pied de chez lui, dans son bistrot, comme si de rien n'était, le futur maire prend son petit café du matin. Sur la table, la presse du jour. La presse est bonne? J'ai pas tout vu encore, oui, plutôt.
On avait pas mal de portraits de vous depuis le début de la semaine dans la presse, Le Monde, Le Parisien. Il y en a un dans le... Un terme chrétien, par exemple, c'est un peu colérique. Nous, on vous a pas vu colérique. Colérique, orgueilleux. Non. À l'origine, je suis assez colérique, oui, mais je me suis soigné. Je suis pas sûr d'être complètement guéri, mais je me suis soigné. Demain, vous préparez la passation de pouvoir avec Jean Tibéri? Il a demandé à me voir, je vais le voir, oui, c'est normal. Vous avez du respect pour l'homme? J'ai pas de considération pour ses actions politiques, non, mais je trouve que l'homme a été courageux, oui, et a fait montre d'une personnalité, d'une fermeté psychologique assez remarquable. Et si vous voulez, comme on n'a pas d'atome crochu personnel, hein, c'est vrai que le couple m'a paru solide et estimable en tant que couple. Bertrand Delanoë va prendre possession de l'hôtel de ville pour 6 ans. Début d'installation au détour d'un couloir, entre les cartons des uns et les bagages des autres. 2 collaboratrices du prochain maire sont même venues se faire expliquer le fonctionnement de la maison avant la passation de pouvoir. Olivier. C'est quoi, c'est les salons? C'est les salons, ça fait le premier salon. Donc là, vous allez installer donc... Oui, quelques écrans, taille, où ils puissent avoir l'image. Et là, ce sera réservé quoi? Presse et... Presse et public. Ouais, vous avez déjà fait le tour du propriétaire, quasiment? Il n'y a pas de propriétaire ici, il y a un locataire. Élu. Jeudi midi, Jean Tibéri, encadré par ses adjoints, se dirige vers un salon de réception pour un déjeuner donné en l'honneur des 600 collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé directement avec lui. J'attends que je comprends pas que ce soit pas là. La femme est où? Elle voulait pas venir, c'est juste mal habillée. Oui, mais ça, je sais, je lui ai dit qu'il fallait venir quand même. Au bout d'une demi-heure, Xavier Tibéri, habillé, arrive enfin. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis aujourd'hui partagé, moment de nostalgie, bien sûr, de joie, je vous dirai pourquoi, et de tristesse. Merci pour ce que vous avez fait. Bonne chance pour les années qui viennent. Je serai toujours présent avec vous. Et Xavier et moi, nous ne vous oublierons jamais. Merci à toutes et à tous. Merci encore. Ah, je vais regretter, hein, je vais vous regretter. Je vais beaucoup vous regretter. On va faire une photo, madame. Hein, pardon. On aimerait faire une photo avec vous. Ah, c'est gentil, bon, on va la faire. Le photographe, il suit que monsieur le maire. Bon, c'est mérite. Oui. Ah, vous regrettez. Vous avez déjà vu l'amour. On se voit. Je n'oublierai jamais. Madame, merci. Merci, mon amitié. Au revoir. Je ne crois pas. On verra parce que vous êtes dans le 5e, mais je ne pense pas que je remettrai de sitôt un très bon souvenir, mais je crois que... Ah, Jamila. On se reverra. On se reverra. On va se revoir. Faire quoi? On va se revoir. Si vous êtes une des rares que je vais revoir. Mes collègues. Le départ de Jean-Xavier, c'est quelque chose qui compte pour vous? On est fidèle. Quand on travaille avec quelqu'un, on travaille avec le cœur. On a travaillé avec Chirac, on a travaillé avec... on est au service du maire. Quand on a un maire humain... Maintenant, c'est M. Delanoë. Tout à fait. On est des fonctionnaires, on est au service du maire, quel qu'il soit. Qu'est-ce que vous allez penser en quittant cet hôtel de ville? Je penserais qu'une page est tournée, que le roi est mort, vive le roi. Oh non, ils sont très contents. D'habitude, on aurait pensé... Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Oh là là. Je ne pensais pas voir une salle comme ça. J'étais ému parce que c'est des gens qui ont bien travaillé, qui ont toujours été fidèles et qui sont vraiment engagés à fond. Des petits, alors que les grands tombent à sauter. Oui, exactement. C'est ce qui m'a le plus touché. Eh oui, pour ça, il fallait que tu sois là. Allez. Une veste. Prends une veste, déjà.
Ultime sourire devant le photographe officiel du maire. Jean et Xavier, le petit couple, regagne le grand bureau. C'est la fin de tout un monde. Les Tibéris qui vont se replier maintenant sur leur mairie du 5e arrondissement. Et puisqu'on évoque le destin des couples en politique, des nouvelles des Chamougons, Marcel et Édouard, qui se présentaient l'un contre l'autre à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Nous vous avions raconté leur histoire juste avant le premier tour. Eh bien, ils ont été battus tous les deux. Et c'est leur adversaire socialiste, Paul Madoz, qui a été élu. Initial Dédé, alias Daniel Ducruet, l'ex-garde du corps et le mari, ex-mari également de la princesse Stéphanie de Monaco, change de vie et se lance à présent dans une nouvelle voie, celle de la chanson. Un premier disque, pourquoi pas, sort d'ailleurs dans 2 jours en France. Et quand on dit Ducruet, on pense d'abord et encore au scandale, cette liaison avec une stripteaseuse belge, des photos volées qui feront le tour de la planète. La suite, c'est une rupture, un divorce et une image que l'ancien prince consort de Monaco veut aujourd'hui changer. Alors pour cela, il est allé chercher, entre autres, le frère de Dalida, c'est un producteur, il s'appelle Orlando. Lui a mis sa science du tube au service de Daniel Ducruet. Aujourd'hui, c'est donc nouveau look et nouvelle vie pour celui qui a défrayé la chronique du Rocher et qui n'aspire plus aujourd'hui qu'au succès et à la reconnaissance. Le crooner de la côte, c'est un reportage d'Emmanuel Retz et Julien Arrufa. Il a été le temps d'un divorce, l'un des hommes les plus photographiés au monde. 5 ans après, fini l'ouragan, passé la tempête, Daniel Ducruet revient parmi nous. On rentre dedans, allez, on arrive. Oui, ça c'est très beau. Je pense pas que je sois en train de me faire torturer, bien au contraire, c'est très très agréable. Il y a une jolie jeune fille qui s'occupe de moi, c'est magnifique. Vous allez faire attention maintenant à tout ce qui se publie sur vous? J'ai déjà fait un petit peu attention après mon divorce, puisque c'est en faisant ce style de séance et en donnant donc des photos aux journaux que l'on arrive à gérer son image aussi, plutôt que de laisser prendre des photos volées et de ne pas pouvoir les gérer. On reconcentre. Pour se racheter une conduite, Daniel a contacté Denis Taranto, un grand pro qui gère aussi l'image de Schwarzenegger et d'Antonio Banderas. Daniel, allongez ici. Allez hop. Bien sûr, j'ai toujours de très bons conseils avec Denis. D'ailleurs, lorsque j'ai à faire un achat, souvent j'appelle Denis au téléphone. Je fais, qu'est-ce que tu penses de ça et ça? Il me fait, oh, vas-y, c'est tendance. Waouh, beautiful. C'est quelqu'un qui a été surtout connu pour sa vie privée, qui a quand même 2 enfants avec la princesse de Monaco, qui est un père de famille et qui est quelqu'un qui a été victime d'un scandale. Tout a été jugé il n'y a pas longtemps, donc ça, hop, on essaie d'effacer. C'est quelqu'un qui est aimé par le public. Vous êtes célèbre dans d'autres pays apparemment? Surtout en Espagne, donc ça c'est un groupe d'Espagnols. Et il est vrai qu'en Espagne et en Italie, il y a un certain engouement. Il y a eu un certain engouement pour mon histoire. Et donc la manière dont la presse a été inondée en France, ça a été multiplié par 10 dans ces pays-là. Daniel Ducruet a décidé de réaliser un rêve d'adolescent, chanter. Il vient de signer son premier titre sur le label d'Orlando, le producteur d'Hélène Ségara. Salut. Daniel, tu vas bien? Daniel a coécrit la musique. Les paroles sont de Bruno Grimaldi. Ça ne s'invente pas. Bien sûr, ça c'est l'épreuve de la maquette de la carte postale. Ouais, c'est super, hein. C'est fidèle à... Et alors, tu n'as pas fait trop la bringue hier soir, alors, non, hein, avec tes amis, là? Tu sais que je suis quelqu'un de très sage. C'est vrai qu'il est sage, il est très professionnel, hein? Quand il a dit chanter, la première réaction que j'ai eue, bien sûr, je ne l'ai pas montré, mais j'ai eu la tendance à sourire à l'intérieur de moi. Bon, il est célèbre, il veut profiter de cette célébrité pour faire un disque. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, qu'on va aller dîner un soir ensemble pour parler plus profondément, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait dans le ventre, vous voyez, simplement. Et puis voilà, et le dîner s'est passé très bien. J'ai découvert quelqu'un, ça me gêne un peu de le dire devant lui. Et je pense que je ne sais pas si la principauté de Monaco a perdu un époux, mais moi j'ai sûrement gagné un chanteur. Pourquoi pas se prêter au jeu de la vérité pour une fois, se montrer tel qu'on est. C'est un crooner, c'est un charmeur. Je pense qu'il va plaire beaucoup aux femmes. Être sûr qu'on va y gagner, à ne pas tricher,
C'est très bien. Refais-moi la même chose. Et toi, ne te trompe pas de passage, mon cher, d'endroit. Parce que on déstabilise l'artiste comme ça, non? C'est vrai. Il avait des idées très arrêtées sur déjà le style de chansons qu'il voulait faire, les textes qu'il voulait chanter. Et puis, on les a fabriquées, ces chansons, on les a composées ensemble. Et puis, on lui a fait des costumes sur mesure. Daniel, voilà, on va te faire passer ce que tu viens d'enregistrer là. Moi, je pense que c'est pratiquement parfait. Tu vas t'écouter, comme ça tu vas rendre compte si tu peux donner mieux, si tu peux faire mieux. Moi, déjà, c'est pas mal du tout. Et les petites incorrections qu'il y a, je pense qu'en t'écoutant, toi-même, tu vas te corriger. Allez, va, Gérald, on va la bonne, s'il te plaît. Se prêter au jeu de la vérité, pour une fois. Se montrer tel qu'on est, ne pas avoir... Chaque week-end, Daniel rentre chez lui sur la Côte d'Azur. C'est là qu'il l'a connu, qu'il l'a aimé. Un mariage qui n'aura duré qu'1 an pour cause d'adultère sous les Sunlight. Le joli garde du corps s'est cassé le nez sur le rocher. La vie de prince consort, c'est lui qui le dit, ne lui convenait pas. Et puis surtout, c'est du passé. Est-ce qu'il y a des choses dont vous ne parlez plus ou est-ce qu'il y a des choses dont on vous a demandé de ne plus parler? C'est quoi le contrat avec la belle famille? C'est un contrat surtout moral, puisque aujourd'hui, chacun vit sa vie, chacun a ses projets, ses ambitions, et je veux dire, on ne doit pas regarder toujours derrière. Ce que les gens ont pu peut-être mettre dans le rang des contes de fées, pour moi, c'était juste une histoire d'amour, comme je l'aurais vécu avec Madame Tout-le-Monde. Voilà. Le seul problème, c'est que c'était pas Madame Tout-le-Monde. Son histoire, le public ne lui en tient aucune rigueur. Sur la Côte d'Azur, c'est un VIP. Tout le monde veut saluer l'enfant du pays, le prolo qui a fait chavirer le cœur de la princesse. C'est gentil. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce qu'il vous serait possible de me faire une petite signature? Mais comment? Bien sûr. Ah, mais il y a Monsieur Mitterrand, si vous Flaming, regardez. Il y a Chirac, il y a tout le monde m'a signé. Vous devriez tourner dans les feux de l'amour. Alors ça, c'était l'imprévu, vraiment, vous voyez. C'est vrai, il est magnifique. Merci beaucoup. Alors est-ce que Daniel Ducruet véhicule aussi une image de Playboy? Je sais pas, ce serait prétentieux de dire que oui, effectivement, j'ai une image de Playboy. Je ne me permettrai pas. Moi, je pense que oui. Il n'a jamais eu trop de problèmes avec les filles. Des problèmes, c'est pas des... On peut pas appeler ça des problèmes, c'est... D'ailleurs, j'en profite. Parce que souvent, quand elles sont belles, je lui dis non, il ne peut pas, il est occupé. Et donc, c'est là mon premier contact avec les filles au Caliente. Elles veulent voir Daniel. Je dis, moi, je m'appelle Jean-Pierre. Aujourd'hui, Daniel Ducruet est le patron d'un bar sur la Croisette, le Caliente. En espagnol, ça veut dire chaud. Ici, en attendant le festival Il n'y a qu'une star, c'est lui. Ils reviennent au moins une fois par curiosité. Après, ils reviennent parce que Daniel est quelqu'un de très simple. Il ne s'affiche absolument pas, donc... Mais ils viennent par curiosité au départ. Et c'est comme ça un week-end sur 2, lorsqu'il n'a pas la garde de ses enfants. Les marques d'un homme qui peut voler à nouveau de ses propres ailes et dans son ciel à lui. Œil de velours et passé sulfureux, amour qui rime avec toujours, l'ex-petit prince rêve maintenant de devenir le roi du top 50. Où le temps passe en drainant des jours heureux, dans les tours à traverser libre du feu. J'ai fait mon choix. Voilà, et le disque de Daniel Ducruet qui sort mardi ne comporte que 2 titres. L'album, lui, sortira à la rentrée. Ils s'appellent Martin, Amani, Hachem ou Nala. Ils ont entre 6 et 12 ans et viennent de réaliser leur rêve avec leur troupe de théâtre baptisée
Tamer en Tongue. Ils sont partis de Belleville. Tamer en Tongue. Oui, exactement. Ils sont partis donc de Belleville, en plein cœur de Paris, pour s'envoler vers le Mexique. Invités à jouer par le sous-commandant Marcos. C'est le personnage principal de leur pièce qui s'appelle Zorro El Zapato. Alors Marcos, c'est un peu un mythe. C'est le Surtout rebelle en cagoule, celui dont on ne connaît pas le visage et qui se bat depuis plusieurs années, bien sûr, pour défendre les droits des Indiens du Chiapas, une province mexicaine. Avec ses hommes, le sous-commandant Marcos a achevé il y a quelques jours, une semaine à peu près, sa grande marche en direction de Mexico City. Et c'est là, au cœur de la capitale mexicaine, dans l'une des plus grandes villes au monde, que nos gamins de Belleville ont attendu plusieurs jours en espérant avoir la chance de rencontrer celui dont il raconte la vie, représentation après représentation. Les Zorros à Mexico, c'est un reportage de Pierre Hurel et Damien Vercamer. Métro Belleville, 6 h du matin. Les petits Zorros s'en vont à Mexico. Fodé, pas là. Fodé, le pas là. Alice, c'est pas là. Areski. Normalement qu'elle appelle. Une dizaine, ouais. Une dizaine quand même. Hey, les enfants, vous mettez deux par deux. On va vous faire monter dans le car. Hachem. Vous avez l'argent de poche? Je vais donner à Florent. C'est l'histoire d'une bande de gamins partis décrocher leurs rêves. Ces 24 enfants parisiens, âgés de 6 à 12 ans et réputés difficiles, forment la compagnie théâtrale Tamer en Tongue et leur spectacle s'appelle Zorro El Zapato. Zorro El Zapato se déroule au Mexique et s'inspire du combat du sous-commandant Marcos, le leader masqué des Indiens du Chiapas. Un vrai conte de fées. Après avoir entendu parler de la pièce par des militants français, le sous-commandant Marcos en personne a invité les enfants de Tamer en Tongue à Mexico. Les petits Zorros vont rencontrer le grand. Mexico, 18 millions d'habitants. La seule vision qu'en auront les enfants de la troupe, ce sont ces allées et venues en bus entre leur hébergement et le théâtre. Pas question de lâcher les petits coyotes dans la grande ville. Non, il y en a plus que ça. C'est le pays le plus grand du monde. Le deuxième le plus grand du monde. T'as vu? Oh là là, oh les belles voitures. Eh, regardez les belles voitures. Regardez, même les cows. On dirait Bercy et tout, chambé. Moi, je suis appréhension, c'est pas moi qui l'aimais. Juste à droite. Oh, on y arrive. Vous allez voir un truc extraordinaire. Comme Lara Fabian. Mieux que Lara Fabian même, parce que c'est Tamer en Tongue en live. Encore mieux que Michael Jackson. Et encore mieux que Zidane même. Lui, c'est Ousmane, un ancien de Tamer en Tongue devenu animateur. Vas-y, regardez tous là. Il y a marqué quoi là-haut là? Il y a marqué quoi là-haut là? Zorro El Zapato, Compagnia, Tamer en Tongue, 12, 13, 14, Attends, moi je prends la... Ah ouais, quelle bonne idée. On va tous tout vous... Sylvain! Merci Sylvain! Allez Nana, tu rentres dans la photo aussi. Vous mettez sur le côté, Dans la troupe, la première règle, c'est de respecter le groupe, donc sa discipline. Fodé, tu comprends pas? Bien, le silence c'est agréable. Donc je vous ai déjà dit, si vous n'arrivez pas à chuchoter, vous parlez pas. Silence dans les rangs, au début, c'était pas si simple. Les premières représentations de Zorro, ça se bastonnait en coulisses, c'était l'horreur, quoi. Les gens, oh, super et tout, puis les animateurs en coulisses, ils ressortaient, ils en pouvaient plus. Parce que... Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, ils se battent plus, et ils ont vraiment compris, c'est pas la discipline, mais on est obligé de passer par la discipline, pratiquement par un théâtre d'arts martiaux, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça, c'est tu fais, tu fermes ta gueule et t'obéis. Eux, c'est, au début, on en passe par là. À la nuit tombée, on organise une fête. Les petits Parisiens découvrent une curiosité locale, la piñata. Nous, ça c'est une fête, et après il y a une personne qui tire avec quelque chose. Après, dès que ça lâche, tout le monde vient sauter et prend les bonbons. C'est trop bien.
Ça s'appelle la piñata. On a un bâton et on doit casser. Mais là, je vais aller casser. Je vais essayer de casser. Couvre-feu. Christine et les enfants regardent le journal télévisé. Marcos et ses commandants cagoulés sont arrivés à Mexico. Marcos était à côté. Ça, c'est parce que Christine me l'a dit qu'il y avait... Moi, je connais Marcos. Ouais, moi aussi, c'est ça. Et parce qu'il est devant aussi. Mexico, no venimos a decirte qué hacer. Théoriquement, les chefs rebelles ont promis de venir rencontrer les petits acteurs de Zorro El Zapato. Mais au bout de 3 jours de séjour, aucune nouvelle. Vous croyez que vous allez le voir, le sous-commandant? On sait même pas. On ne sait pas où. On espère. Pas quand, si on va Je sais même pas si on va le rencontrer. De toute façon, si on ne les rencontre pas, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave. On est venu aussi pour faire le spectacle. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Dessous, Guillaume. Non! Plus qu'une petite heure avant l'entrée en scène. Les mômes de Belleville prennent leur boulot d'acteur très au sérieux. Voilà. Allez, on fait tout vite. 3 ans de répétition intense, 2 ans de tournée. Aujourd'hui, les gamins de Tamerantong sont des pros. J'avais tellement honte le premier jour quand je suis partie seule pour les toilettes. Déjà. Mais après, petit à petit, ça fait 2 ans que je fais le spectacle. Je m'habitue, alors c'est pas trop difficile. Là, c'est bon, c'est cool. T'es lavé, t'es hydraté? Oui. Ok, tu viens. Oui. Ça va ta voix? Ça va, ça peut être... Hein? Mais ça peut être mieux. Tu parles pas là, tu l'as... Ouais, moustache. Comme il est tôt, je pourrais mettre la moustache tout à l'heure. Je finis Paul et après c'est à toi, d'accord? Elle est bizarre. Elle est trop large? Non, mais... Elle te gêne pour parler? Je la coupe? Chut, chut. On se calme la voix, on est tranquille. On fait 3 fois l'appel au soleil. 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4. T'as eu le soleil? Ok. 2. La télé mexicaine et les journaux de gauche ont encensé le spectacle des petits Français. Ce soir, on va refuser du monde. Regarde, ça fait tout le tour du théâtre là. On arrive à 5h, il y avait la queue jusqu'au bout là-bas. Et maintenant ça fait un serpent, tu vois. Ça fait un serpent. On va assurer de toute manière, on est obligé. Faut qu'on leur fasse tous plaisir. Ah ouais. Donc on va y aller parce qu'ils nous attendent. Donc attention à tous. Merde! Assure-toi sur cette couverture, Zorro. Je vais te faire cuire des épis de maïs, Zorro. Non, merci. Je ne dois pas traîner. Et l'Ejército est à mes trousses. Hé, Zorro, El Zapato, c'est tout primo. Chute loco. C'est lui, El Zapato. C'est Zorro, El Zapato. Hein? Zorro, voici el bastón du commando supremo. Ahora, Zorro, tú no eres tú, eres nosotros. ¡Viva Zorro, El Zapato! ¡Viva! ¡Nada para nosotros! ¡Nada para todos! ¡Nada para nosotros! ¡Nada para todos!
tu la gardes encore pour d'autres présentations. C'était vachement bien. Et il y a Roré qui est là. Il était avec la délégation, il a fait la marche. Et il était là, il vous a vu, il est super content. Ah, Marcos? Non, ils n'étaient pas là, ils viendront pas, je vous ai expliqué. Peut-être qu'on ira les voir, mais en tout cas, ils viendront pas, ils peuvent pas. On peut les voir? On sait pas encore, on attend. Regardez, allez voir Roré. T'as vu Marcos? Mais oui. Mais attention, On l'a vu à la télé. vous allez le voir plus Oh, tôt. Georges, l'un des proches du sous-commandant Marcos, vient couronner le rêve éveillé des gamins de Belleville. Le lendemain, après le petit-déj, Christine confirme la nouvelle tant attendue. Alors, c'était prévu ce matin qu'on a visité le musée d'archéologie. C'est annulé. On va voir les commandants. Ouais. Je viens fou là. Là, je me contiens parce qu'il y a les mômes. Mais ce soir, ça va être. Je crois ému. C'était le rêve. Déjà, le premier rêve, c'était d'aller à Mexico pour jouer pour eux. Maintenant, on va jouer pour eux en privé. Et en plus, on va les rencontrer, on va discuter avec eux, on va parler. Si tu reviens dans 3 mois, je te décrirai mon émotion, tu vois. Là, pour l'instant, c'est la joie pour tous. Et puis voilà, quoi. Les petits oraux parisiens vont vraiment rencontrer le héros masqué. Journaliste interdit, épilogue du rêve, des photos et des souvenirs. On est parti les voir et tous les commandants étaient en ligne. On voyait qu'ils nous attendaient. Quand nous on s'est mis en ligne devant eux comme eux pour leur ressembler. Tacho était à côté de Marcos. Et on s'est tous mis en ligne et chacun devait remettre un cadeau au sous-commandant, un des commandants. Je lui ai donné un t-shirt Zora Zapato. Et la vérité, dès que nous on avait nos cadeaux pour lui remettre, vraiment mon cœur il battait. J'étais trop contente. On les a vus tous avec les yeux rouges derrière leur cagoule, donc on savait vraiment qu'ils étaient très très émus, qu'ils avaient la larme aux yeux, quoi. Je dis, c'est un commandant, il fait la guerre, il pleure pas, et là on lui met un cadeau, il pleure. Mais on ne sait pas s'il est beau parce qu'on n'a jamais vu son visage. Il nous a raconté une histoire. Il a dit de dire à personne, sinon il va nous tuer. Y ojalá se pudieran mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados. J'arrivais même pas à pleurer, c'était trop beau. J'étais trop contente ce jour-là. Aïe 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 aïe, ta mère en tongue. Aïe 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 aïe, ton père en short. Ton frère en slip, ta sœur en boucle. Et les enfants ont retrouvé Belleville il y a quelques jours, après un voyage qu'ils ont failli ne jamais entreprendre. La veille du départ, ils cherchaient encore de l'argent pour envoyer leur décor au Mexique. Il faut dire que Ta mère en tongue ne touche pour l'instant aucune subvention de la part du ministère de la Culture. Il s'appelle Pierre Garand, mais vous le connaissez beaucoup mieux sous le nom de Garou. À 29 ans, ce Québécois de Sherbrooke est devenu une star de la chanson française après son interprétation de Quasimodo, évidemment, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Depuis, Garou a démarré une carrière en solo. Son premier album, Seul, est sorti à la fin de l'année 2000 et il caracole depuis en tête des ventes. Il s'apprête aujourd'hui à démarrer une tournée de plusieurs mois en France. La plupart des salles affichent déjà complet d'ailleurs. Premier contact avec le public jeudi soir à Rouen. Bonsoir Garou. Bonsoir. Alors comment est-ce que vous vous sentez 4 jours avant de rentrer dans l'arène? Non, c'est énervant. C'est pas énervant, c'est excitant. Parce que ça faisait longtemps que je l'attendais. Je n'attendais que vous. Et on a fait 1 mois et demi de tournée au Québec. On y arrive. On en arrive et à tous les jours, on a parlé de la tournée française. On avait hâte d'être là parce que pour toute l'équipe, même si la plupart sont québécois, les musiciens, toute l'équipe technique, ils savent que ma carrière est née en France. Puis pour moi, c'est super important. Puis j'ai très hâte, là. Mais vous le connaissez, le public français? Plus que le public québécois, bizarrement, c'est ce qu'on disait. C'est que, ouais, le public français, je le connais plus. Il me connaît plus aussi par les télés. Je fais beaucoup plus de télé ici.
Puis, je sais pas, je les ressens plus, j'ai plus l'habitude, quoi. Après 6 mois de Palais des Congrès pendant 7 spectacles semaine. Comment est-ce que vous avez pu interpréter Quasimodo avec une telle joie de vivre? Ça fait mal, quand même, Quasimodo. C'est vrai que moi, j'ai pas compris tout de suite pourquoi Luc Plamondon me demandait ça quand je chantais dans les bars avec la banane, du soul music, puis je m'amusais comme un fou. Et ça a été un éveil. Je savais que pour moi, ça serait une grande expérience, déjà que de faire de la comédie musicale, donc d'être acteur aussi sur scène, et dans la peau d'un personnage complètement hallucinant, et complètement halluciné aussi, qui s'hallucine devant le monde entier parce qu'il n'a jamais rien vu, il est resté dans sa tour de cathédrale. C'est un émerveillement quand même, comme je sais le faire, comme je le vis chaque jour, mais dans une encore plus grande sensibilité et naïveté et une grande douleur. Je me suis fait mal beaucoup pour le faire, mais ça en valait la peine. Vous avez commencé la scène en fait en tant que guitariste et avec une voix un peu plus haut perché? Oui, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, là, pas muet. Et je chantais, on avait un groupe qui faisait particulièrement des chansons des Beatles. Et j'étais guitariste. Bon, je faisais pas nécessairement pas Ringo Starr, George Harrison, mais j'étais guitariste et je faisais les voix de Paul McCartney, qui sont très hautes quand même, dans les Beatles. Ça donnait quoi? J'y arrive plus. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. J'ai une petite voix haute. Et par l'inspiration, beaucoup de Ray Charles, Joe Cocker aussi, tout ça. Ben là, tiens, ça a pris une autre dimension. Quel est votre point faible, Garou? Mon point faible, les femmes. Vous aimez les femmes? Ouais. Beaucoup? Ouais, beaucoup. Je me laisse facilement charmer. Je suis facilement envoûté. Et bon, je dis par les femmes, mais par la vie. J'ai une espèce de naïveté où je me fais prendre quand même assez facilement dans le jeu. Après ça, je deviens réfléchi, mais je peux avoir des déclics très rapides. Quel est votre moment préféré dans la journée? Faire l'amour. Je recommence. Mon moment préféré de la journée, c'est beaucoup le moment où je tombe sur le lit. Bon, souvent, j'ouvre la télé, je vais zapper, mais en cherchant absolument rien, mais je vais zapper sans cesse, juste parce que je suis dans ma tête, puis je pense à autre chose. Puis je sais pas, en voyant des images, ça m'inspire. Ça m'inspire peut-être les réponses que je cherche. J'aime ça. Qu'est-ce que vous ne supportez pas de faire au quotidien? La bouffe. Dans une cuisine, je vais me couper, je vais tout couper de travers, je vais faire un bordel. J'y arrive pas. Par contre, la vaisselle, le ménage, aucun problème. Ça, faut que je fasse un deal parce que ça, y a aucun problème. Mais pour faire de la bouffe, je suis mauvais. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans... pareil. Ce que j'espère, pareil. Avec des enfants? Oui. Ouais. Papa, ça c'est sûr. En disant probablement papa de plusieurs. Et ouais, encore, mais avec le même système quoi, de famille unie, où c'est très important pour moi, la famille. Et encore, m'investir dans mon métier et qu'on comprenne. Que ma femme, mes enfants comprennent ce que je donne au public. Et que le public comprenne que je veux garder ma vie avec mes enfants le plus privé possible. Bonne chance. Merci. Voilà, et vous pouvez retrouver ce tête-à-tête avec Garou sur le site internet de TF1, tf1.fr, à la rubrique 7 à 8, bien sûr. Vous pourrez également poser des questions à nos prochains invités. Il s'agit d'Eddie Mitchell et Charles Aznavour. C'est la fin de ce 7 à 8. Prochain rendez-vous dans 2 semaines, puisque dimanche prochain, c'est le Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Bonne soirée à tous.